dire simplement, notre monde s'écroule. Notre régime politique et idéologique s'effondre sous nos yeux. Et nous sommes face à une situation impensable parce qu'elle n'a pas de précédent. Si on dit guerre en Ukraine surgissent avant même de connaître les tenants et aboutissants des images, mettons, de la Deuxième Guerre mondiale. Un précédent, on associe une situation à une autre et on se sent déjà un tout petit peu outillé pour l'aborder. Si je dis Covid-19, on pense à la lèpre, à la malaria, à des situations dans l'histoire qui mériteraient parfois un peu de nuance, mais qui néanmoins constituent les cadres conceptuels, notionnels, historiques, sociaux, politiques, juridiques, philosophiques, théoriques pour aborder la question. Ce à quoi nous sommes désormais confrontés au XXIe siècle n'a pas de précédent. D'où l'importance, et là je ne le dis pas par flagornerie ou pour flatter, parce que je parle à des gens d'un milieu qui n'est pas le mien, mais d'où l'importance des écrivaines et des écrivains. Car c'est par la fiction, c'est par l'écriture, c'est par la poésie, c'est par le cinéma, c'est par le roman, c'est par le slam, c'est par les genres esthétiques qu'on peut arriver à générer des discours ex nihilo, ou presque, en tout cas plus aisément que dans d'autres disciplines qui sont continuellement adossées sur des productions antérieures. Premier point. Deuxième point, dans cette perspective que je vais développer un petit peu, l'île, le concept d'insularité, et encore là, il faudra le travailler, se présente à nous comme une réponse à la perspective multicrise de notre siècle, en tant que le concept d'insularité est relié à une subjectivité politique créative. Être insulaire, selon, et c'est là que j'arriverai, selon le philosophe Gilles Deleuze, être insulaire, c'est être créatif. On peut être sur une île et ne pas être insulaire, en ce sens. Et on peut être insulaire sans être sur une île. Mais en tout cas, être mu par le concept d'insularité, c'est être créatif. C'est se montrer créatif, c'est être dans un devenir créatif. Je vais m'arrêter sur le premier point. Et le premier point vise à rien signaler d'original, mais simplement à faire surgir entre nous le réel. Bon, qu'on ne tente pas de ruser avec lui, de l'oublier, de le refouler, de le minimiser. C'est simplement pour inscrire, pour indiquer dans quelle perspective j'inscrirai mes préoccupations sur l'île. Donc le premier point sur ce monde qui s'écroule peut se résumer par le constat que font des collectifs nombreux de scientifiques de disciplines différentes dans les sciences de la nature notamment, à savoir que nous avons d'ores et déjà franchi 6 des 9 limites fondamentales concernant le fonctionnement du système Terre. Déjà. Donc, qu'est-ce que veut dire franchir une limite? Cela signifie qu'au-delà d'un certain seuil, les scientifiques ne répondent de rien quant aux perturbations qui sont engagées. On ne sait pas où nous conduira cette façon collective que nous avons, mais surtout qu'ont un certain type de décideurs, parce qu'il y a des inégalités sociales en jeu, dans la conduite de notre régime extractiviste, productiviste, consumériste, capitaliste. Ce qu'on sait, d'ores et déjà, selon des indicateurs qui pourraient être sujets à débat, mais qui sont en tous les cas largement reconnus comme étant pertinents par des communautés scientifiques, c'est que du point de vue du climat, de la biodiversité, de la déforestation, de la production de déchets toxiques, de l'exploitation de l'eau,
notamment, il y en a 6 en tout, nous avons excédé ce qui est capable d'encaisser notre système vivant. Bon. Et sur les 9 points, il y en a un qui est incommensurable. Donc on en a 6 sur 8 qui sont déjà franchis. Donc nous entrons dans une phase d'incertitude. Parce que nous ne savons pas ce que signifie un climat lorsque nous l'encombrons de 350 parties par million de dioxyde de carbone. Nous ne savons pas penser ce qu'il en est de l'état des forêts lorsque nous perdons à chaque année l'équivalent d'une Autriche en forêt. Nous ne pouvons plus prévoir. On ne prédit rien de spécifique si ce n'est qu'il y aura des perturbations imprévisibles. Je signale au passage qu'il y a des scientifiques qui contestent cette idée des seuils parce qu'ils la trouvent trop optimiste. Il faut dire. C'est pas parce qu'on n'a pas atteint un seuil qu'il n'y a pas, sur un mode lent et persistant, un dommage qui est généré par une activité industrielle spécifique. Si on prend certains de ces... Je pense que ça descend tout seul. Si on prend certains de ces... merci. Ces points, je voudrais simplement indiquer en quoi, conceptuellement, ils sont parlants. Prenons le climat. Le climat, on sait que le réchauffement climatique ne renvoie pas seulement un phénomène bénin de réchauffement de la température moyenne dans le monde depuis le début de l'ère industrielle. Il signifie un certain nombre de conséquences qui sont documentées et qui sont de plus en plus heureusement citées. Des canicules prolongées, des sécheresses vraiment préoccupantes dans le secteur agricole, par exemple, des incendies de forêt, des ouragans, des tornades, la montée des eaux, ce qui entraîne des drames, des tragédies, des désastres, des catastrophes pour des populations qui se découvriront si ça continue, et ça continue, dans des territoires qui seront inhabitables en entier. À la hauteur de l'équateur, ou encore des réfugiés environnementaux qui, à gauche, à droite, déambuleront par millions. Bon. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, ce qu'il s'agit de comprendre ici pour se situer dans notre siècle, c'est que le réchauffement climatique signifie un phénomène autonome et exponentiel. C'est-à-dire qu'il faut cesser de penser qu'à ce stade auquel nous sommes arrivés, nous sujets occidentaux, nous, comme on voudra se définir, nous, à ce stade, y puissions quelque chose. Alors, nous sommes arrivés à un point où nous avons détraqué le système Terre au point où il dysfonctionne de lui-même. Dire. C'est-à-dire qu'il est entré dans une phase d'autonomie en ce qui concerne les perturbations et les transformations qu'il concerne. Autonome et exponentielle. C'est-à-dire qu'il faut mettre de côté cette espèce de rhétorique affairiste du développement durable qui consiste à dire qu'en isolant des variables, on va pouvoir comme ça aménager sur le mode de la modalité des grands modèles, la recherche opérationnelle, des systèmes au point de les administrer nous-mêmes. Vous savez qu'il y a une expression qui circule beaucoup sur cette thématique-là ces années-ci, qui est l'anthropocène, qui indique que nous entrerions dans une nouvelle ère, qui est l'ère de la domination des humains sur toutes les autres espèces et sur les territoires. Il faut entendre que ce concept-là, qui est myope sociologiquement et qui est myope du point de vue de la critique politique, parce qu'il ne tient pas du tout compte des classes sociales. On parle des humains, de l'activité humaine, ce qui est une façon bête de faire de la science, parce que se gratter l'oreille gauche est une activité humaine, ça ne déstabilise pas le climat. C'est-à-dire qu'il faut être précis. L'activité humaine, c'est une activité qui est liée à un régime
extractiviste, productiviste, consumériste, capitaliste, qui est le nôtre, et qui est le fait d'une catégorie restreinte de sujets qui ont un pouvoir de décision dans l'histoire et qui n'est pas le lot de la majorité. Bon, avec des gens qui sont complices dans une sorte de hiérarchie qui nous concerne, hein. On ne va pas non plus jouer les victimes, mais on est quelque part là-dedans. Bon. Il reste qu'aujourd'hui, l'anthropocène consiste dans une façon de jouer sur des ambiguïtés, de façon à satisfaire des positions souvent antagoniques. Il y a une lecture, mais ça c'est subliminal, c'est fait pour tromper, c'est pas assumé, mais il y a une lecture de droite et une lecture de gauche de l'anthropocène. Mais tout est fait pour qu'on pense, lorsqu'on a sa lecture, qu'on a la lecture. Hein, la lecture de gauche consiste à dire c'est terrible, on est vraiment allé trop loin, on est complètement fou, on est l'espèce la plus savante, certes, la plus, la plus techniquement avancée de toutes les espèces, mais en même temps la plus destructrice, hein, la plus coupable. Bon, et puis on a commis un hubris, on parlait comme les Grecs, on est allé trop loin, c'est la démesure, il faut apprendre à se restreindre, la décroissance, ainsi de suite. Bon, ça c'est. Mais l'anthropocène, pour ceux qui ont façonné le terme, parce que c'est un terme qui vient du monde du génie, hein, c'est une façon d'assumer que les êtres humains, désormais, gèrent pas seulement le social, hein, l'économie, mais gèrent la planète. On va gérer le climat. On va essayer de se créer une sorte de thermostat imaginaire, là, puis on va établir par des techniques, la géo-ingénierie, le génie de pointe, la technoscience, on va essayer de développer des façons d'administrer le climat, d'administrer la filière halieutique, de gérer le poisson, de gérer les océans, de gérer les forêts. Et ça, on va appeler ça le développement durable, on va faire semblant qu'on est écologiste, et on va faire de l'argent avec ça. Bon. Et donc, il y a beaucoup de confusion, autrement dit, à ce titre. Mais on est dans une logique, donc, qui est, elle, autonome et exponentielle. Et le problème avec l'anthropocène, c'est qu'on en vient à faire comme si, parce qu'on était les vandales, on avait un pouvoir de reconstruction. Alors que c'est pas parce qu'on vandalise qu'on sait réparer. Bon, alors actuellement, l'anthropocène a consisté pour les sujets humains, oui, effectivement, à peser de tout leur poids, surtout des idéologues occidentaux, hein, pour faire du monde ce qu'il est depuis 2 siècles, mais sans pour autant être capable de restituer le monde tel qu'il était, disons, le système Terre avant le début de l'ère industrielle. Et la raison objective pour laquelle on peut dire que ce monde est objectivement détraqué, c'est qu'il est rentré dans des cycles autonomes qui se passent de nous. Aujourd'hui, les milliards d'humains que nous sommes sur la Terre, admettons qu'on comprendrait du coup, parce qu'on aurait, je ne sais pas, une épiphanie écologiste, hein, qu'il faut tout arrêter, qu'on aurait une empreinte écologique minimale, on se contenterait de vivre dans des sous-sols, de manger des racines, puis de se faire le moins possible, hein. Eh bien, quand même, l'effet en boucle et en rétroaction de l'activité industrielle des dernières décennies et des derniers siècles agirait de lui-même. Par exemple, aujourd'hui, en raison du réchauffement climatique, les surfaces d'albédo diminuent. Donc, les surfaces océaniques foncées augmentent, ce qui veut dire qu'objectivement, quoi qu'on fasse à ce stade, il y a plus de rayons, il y a davantage de rayons de soleil qui sont captés avec toute leur chaleur par les eaux, qu'il y a de surfaces qui les réfléchissent. Et donc ça entraîne un cycle, comme quand même on fait rien, là, c'est parti. Donc ça se réchauffe de lui-même. Et donc ce phénomène de spirale régressive contribue à l'augmentation des eaux, à l'augmentation du climat, à la fonte du pergélisol. La fonte du pergélisol, c'est une croûte glaciaire qui contient naturellement du méthane et du CO2. Du moment que ça va fondre, il va s'en libérer de façon telle que le phénomène va être accentué de lui-même aussi, va entraîner encore plus une réduction encore plus marquée des surfaces forestières, donc des puits de carbone naturels, ce qui va encore entraîner un nouvel effet. Bref, nous préparons, nous devrions nous préparer à passer un sale quart d'heure universel. C'est ce qui nous attend. Et à cela s'ajoute un autre problème, qui est celui de la perte de biodiversité.
On compte au-delà de 50% d'individus d'espèces qui disparaissent parmi les insectes et les oiseaux en Europe. Et j'ai beaucoup apprécié récemment d'entendre l'historien des sciences, Jean-Baptiste Fressos, rappeler qu'aux États-Unis, au milieu du 20e siècle, pour montrer que ce n'est pas un effet pervers, ce n'est pas un dommage collatéral de nos politiques, là, ce qui se produit en termes de disparition, d'extermination des espèces, hein, qui est de notre fait aujourd'hui, hein, la 6e extermination dont on parle, hein, mais que c'est volontaire et qu'au milieu du 20e siècle, il y a aux États-Unis des États qui se vantaient de faire disparaître leurs insectes. Il y a des panneaux quand on arrive, ici, il n'y a pas d'insectes, parce qu'on a une politique axée sur les pesticides et qui consiste à les faire disparaître parce qu'ils nous emmerdent. Bon, ben voilà, les moustiques, les vers de terre, on n'en veut plus, c'est sale, c'est dérangeant. Bon, voilà, on s'en est débarrassé, on en est fiers. Et ça entraîne toutes sortes de conséquences dans le domaine agricole, évidemment, parce que les abeilles, qui ont des pollinisateurs et autres, les multiples insectes qui constituent la Terre, par exemple, dans une poignée de terre, il y a plus d'éléments vivants que d'humains sur la Terre. Hein, bon, les micro-organismes, je veux dire, si on les fait disparaître avec la monoculture, hein, et l'érosion des sols, et bien on en pâtit. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres phénomènes dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Je ne sais pas si on vous a déjà parlé d'une maladie qui s'appelle le COVID-19. Peut-être vous avez entendu vaguement parler ces dernières années. Ben, cette maladie-là, selon toute vraisemblance, s'inscrit depuis 50 ans dans une série de zoonoses dont on constate l'augmentation. Les zoonoses, c'est-à-dire des maladies transmises vraisemblablement des animaux au sujet humain. Bon, le Zika, le H1N1, l'Ebola, ainsi de suite. Il y en a plus que d'habitude depuis 50 ans, et c'est en croissance. Tellement que l'IPBES, qui est une espèce de GIEC de la biodiversité, une institution internationale soutenue par les États qui étudie le phénomène de la perte de biodiversité, l'IPBES prédit que le 21e siècle sera une épidémie de pandémie. Pas mon expression. Et que ce qu'on a vu depuis 2 ans, c'est la bande-annonce. Bon. Pourquoi? Parce que la perte de biodiversité nous prive d'une zone tampon entre les éléments pathogènes des différentes espèces et nous. Avant qu'on perde des espèces comme ça en masse, hein, on parle d'1 million d'espèces menacées à terme, hein, c'est pas rien. Bon. Et donc on dépasse un seuil. Avant qu'on en arrive à ce point, il y avait plus d'éléments pathogènes, mais plus d'espèces pour les contenir, et aussi il y avait moins de stress. Une chauve-souris, par exemple, c'est un organisme qui a un système immunitaire du tonnerre de Dieu, porte toutes sortes de parasites. Pas grave, elle s'en porte très bien, la chauve-souris, sauf le jour où on la stresse, où il y a de la déforestation, où elle éclate son aise. Là, elle devient sensible aux éléments pathogènes qui la parasitent. Et on en trouve des traces dans ses déjections, dans sa salive, elle contamine d'autres espèces. Et si on atteint la filière porcine, c'est qu'on pratique l'élevage industriel, nous, sujet supérieur, eh bien, on se trouve face à un animal qui a un code génétique pratiquement identique au nôtre, et donc on devient très vulnérable. Donc on a un cocktail parfait là, pour des maladies du genre. Bon, je passe sur les autres points parce que je suis venu pour vous parler d'autre chose, hein, c'est seulement le hors d'œuvre. Crise énergétique, un mot pour vous dire simplement que l'idée de gaz naturel, de pétrole abordable, abondant, est une réalité qui devient dépassée. C'est-à-dire que si vous lisez quelqu'un comme Mathieu Ozano, c'est très spéculatif tout ça. Vous voyez qu'en ce qui concerne la filière pétrolière, tendanciellement, les puits de pétrole conventionnels tendent à se tarir. Même chose pour le gaz naturel, même chose pour d'autres filières énergétiques. Et les nouvelles modalités d'extraction non conventionnelles, polluantes à l'extrême, dévastatrices en fait, elles ne suffisent pas à satisfaire une demande qui est toujours en croissance. Donc il arrivera un moment où cette idée d'un pétrole abordable ou abondant sur lequel on peut nécessairement se fier sera caduque. Bon, il faut vivre avec cette perspective-là, et ça changera notre mode de vie, forcément.
pas de géopolitique, je ne parle pas d'enjeux techniques et d'enjeux financiers sur les cours, mais tous ces critères sont importants. Il en va de même, c'est mon dernier point, en ce qui concerne les seuils et la perspective dans laquelle nous entrons, si on est minimalement lucide, celle de la raréfaction des minerais. Parce qu'il y a des bonimenteurs qui nous disent aujourd'hui que les technosciences sont là pour nous permettre de maintenir notre mode de vie en produisant une énergie de transition et des appareils de transition, le capitalisme vert, la transition énergétique qui, par les batteries de pointe, les panneaux photovoltaïques, les voitures électriques, les tours éoliennes, nous prédisent un monde inchangé du point de vue de la consommation et soutenable du point de vue de la production. Or, pour produire ces infrastructures-là, évidemment, le discours qui est complètement lignifiant, infantilisant et à terme stupide, c'est de dire qu'effectivement, le soleil, ça ne coûte rien, l'air, le vent, ça ne coûte rien. Donc, produire de l'énergie à partir du vent, puis de l'air, puis du soleil, c'est bénéfique. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est ce qu'il en coûte pour construire les infrastructures qui transforment cette énergie-là en une énergie utilisable. Et ces infrastructures-là, eux, sont gourmands en minerais, et en particulier en terres rares. Les terres rares, pour y accéder, aujourd'hui, c'est tout à fait nouveau dans l'histoire, puis on utilise tous les éléments du tableau périodique. C'est une dizaine. Bon, les terres rares pour construire des batteries de pointe, des voitures électriques, ainsi de suite, sont extrêmement exigeantes à extraire. Les terres rares, qu'est-ce que c'est? Quand vous avez un site minier sur des hectares, profond de plusieurs dizaines de mètres, les terres rares, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent de la pincée de sel que vous avez mis dans la miche de pain. C'est aussi difficile à aller chercher. Bon, imaginez qu'à chaque fois que vous allez chercher du lithium, de ces matériaux-là, vous devez mener sur le plan industriel avec des produits chimiques en brassant comme ça des minerais qui sont conjoints dans la mine, du plomb, de l'arsenic, ainsi de suite. Vous brassez ça comme une soupe pour aller chercher votre poussière qui se calcule en grammes par tonne. Là, vous devez renverser tout un territoire, mettre un territoire sans dessus-dessous pour aller chercher votre ligne, vos grammes de terres rares pour produire des panneaux photovoltaïques, des batteries, des téléphones cellulaires, tout ce qu'on utilise et qu'on prend pour acquis. Bon. Mais tout ça, c'est l'idée que le progrès va dans ce sens est évidemment une petite esprit qui appartient à notre solidaire idéologique. On m'a donné 45 minutes de contrat. Donc, CESU, c'est dans cette perspective-là, je disais tout ceci à titre liminaire, que j'inscris ma réflexion sur l'île. L'île, j'ai accepté d'en parler, l'invitation était fort généreuse, même si je suis dans mes petits souliers, parce que c'est pas du tout à fait mon champ de recherche, parce que ça donne que j'habite sur une île et que j'enseigne presque sur une île, puisque j'habite au large d'une péninsule. Et étymologiquement, une péninsule, c'est une presqu'île. Bon. Et j'ai été invité par mon université à donner un cours intitulé Enjeux sociaux en zone côtière, où je me suis mis à parler de l'île. Je voulais parler de la côte, du sujet côtier, et je me suis rendu compte qu'il n'y a aucun champ qui existe sur la côte. Bon, je me dis, c'est dommage, je voudrais parler de la côte, tout ce que j'ai trouvé, c'est des trucs en Australie, je trouve ça un peu loin, je ne tentais pas d'enseigner en anglais, puis mon accent australien n'est pas très bon. Donc, je me suis dit, j'ai rafistolé un peu mes affaires, justement, qu'il y avait un domaine, par contre, qui était, on ne peut plus étudier, c'est l'île. Je me suis dit, je n'ai qu'à prendre ce champ-là, et à nous dire que ça nous concerne presque. Parce qu'on est presque sur une île. Bon. Et j'ai commencé à lire beaucoup sur l'île. Il y a toute une documentation, des esthéticiens, des sociologues, des ethnologues, des anthropologues, des océanographes, etc. Il y a toute une documentation sur l'île. Donc, c'est passionnant. Et j'en suis venu à comprendre ceci, à savoir que lorsqu'on parle de l'île, l'insularité ou de la péninsularité, d'une péninsule ou d'une presqu'île comme nous le faisons, nous sommes un peu coincés. Ça va mal.
parce que nous sommes tributaires des langues latines, nous, francophones, et que nous devons l'expression « île » et les termes afférents, presqu'île, péninsule, ainsi de suite, aux Romains, qui détestaient les îles, qui étaient de piètres navigateurs, et qui n'avaient que de 20 mots pour les décrire, et qui les diffamaient même. L'île, c'est le lieu de l'isolement, de la désolation étymologiquement. C'est le lieu des autres, c'est le lieu lointain, parce que dès que les Romains montaient sur un bateau, ils se faisaient zigouiller en mer, et ça allait très mal. Et l'île, c'est l'affaire des barbares. Bon. Et c'est la raison pour laquelle tout le vocabulaire qu'on utilise pour parler de l'île, ou de la presqu'île, ou de la péninsule, ou de la côte, est péjoratif, parce que c'est toujours un discours de continental. Donc on est en quelque sorte mu par cette espèce de vocabulaire latent, nous francophones, ou italiens, ou hispanophones, quand nous parlons à partir du vocabulaire latin, quoi. Il me semble plus intéressant, je vais continuer de parler d'îles par commodité, sinon ça va devenir un truc précieux, mais il me semble plus intéressant d'avoir en tête le vocabulaire grec. Parce que les Grecs, eux, habitaient les îles, la côte, la péninsule. Ça ne leur faisait pas peur, c'est eux qui faisaient tomber les vaisseaux des Romains, quoi. Bon. Donc, il s'agissait pour eux de penser le Nésos, non pas l'île, comme étant un terme autant applicable aux îles qu'aux presqu'îles, qu'aux côtes, qu'aux péninsules. En fait, parce que pour les Grecs, l'important c'était de se sentir entouré d'eau. Et donc, on était sur un Nésos du moment qu'on sentait bien que, bon, dans la péninsule acadienne, on est entouré d'eau. C'est un Nésos. Bon, il y a un petit bout de terre qui nous relie. Mais on est encore pas mal plus une île dans la péninsule acadienne qu'on est sur une île à Montréal, qui en est géographiquement une, mais qui est reliée par tellement de ponts que la majorité des citoyens de la ville ne savent même pas qu'ils sont sur une île. Bon. Donc, il y a lieu de se dire, le Nésos, comme le dit Jean Cuisenier, qui est un excellent technologue et un navigateur qui a refait tout le parcours d'Ulysse en bateau pour comprendre Homère, dit ceci, car Nésos signifie aussi ce qu'en notre langue nous nommons avec des habitudes de terriens qui saisissent mal les réalités marines, une terre qui est presque isolée, une presqu'île. Pour des marins, ce qui est alors visé, ce sont des terres qui semblent se détacher des masses se tenant ensemble au point de ressembler à une terre se suffisant à soi. Qu'est-ce que c'est qu'un Nésos, une terre qui se suffit à soi, qui semble se détacher en des grands ensembles pris de manière compacte entre eux. Donc, ayons cela en tête. L'île, quand j'en parlerai, c'est pas le lieu de la désolation, de l'isolement, de l'ailleurs, de ces gens-là. Bon, c'est un lieu habité à part entière. C'est un Nésos. Ce Nésos, pour en parler, on peut se rabattre sur, là je vais continuer en latinisant mon langage parce que je ne veux pas commencer à mélanger du grec qu'on n'a pas dans nos racines, mais vous entendrez quand même toujours résonner le grec comme une sorte de synonyme enrichi. Je vais me référer à ce qu'a écrit Anne Meistersheim sur la Corse, en développant un discours sur l'insularité qui est très très riche. Son livre étant Le labyrinthe et les masques. Et elle cherche à définir le sujet insulaire de trois façons. Il y a trois critères qui nous permettent de penser l'île et le sujet insulaire. Si on veut aborder l'île pour distinguer un sujet insulaire, parce qu'un sujet insulaire, c'est pas quelqu'un qui est né à Manhattan ou dans le Far West, là, c'est un sujet qui est conditionné par son lieu. Il y a trois critères. L'insularité, l'insularisme, l'illéité. C'est moi, elle, c'est un petit peu conventionnel. Elle crée trois termes pour penser trois dimensions de l'île qui évidemment cohabitent, là, c'est pas parallèle. Bon, je vais surtout insister sur la dernière, mais je les passe quand même en revue. L'insularité, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui, d'un point de vue géographique, disons, conditionne une île, avec des méthodes de calcul là, assez empiriques là, qui s'appellent l'indice côtier.
L'indice côtier, c'est une façon de penser une île en fonction de l'importance qu'a pour ceux qui y habitent le littoral. Hein? Évidemment que si vous êtes sur l'île de Saint-Pierre et Miquelon, vous ne vivez pas l'expérience insulaire d'un Australien. Parce que l'indice insulaire est fort différent. C'est-à-dire que l'importance du littoral est beaucoup plus grande sur une petite île que sur une masse continentale qui peut se présenter techniquement comme une île. Bon, stricto sensu. Bon. Ou encore, une île très grande qui aurait des montagnes dans son centre inhabitables aurait aussi un indice côtier très fort parce qu'on serait toujours repoussé à sa circonférence et on aurait un rapport à l'eau et au littoral très grand. Donc l'indice côtier vise à définir l'île dans sa topologie, sa géographie, sa géologie et éventuellement à déboucher sur des réflexions de type industriel. On va savoir qu'est-ce qu'on peut y faire si on a une logique de marché derrière la tête. Qu'est-ce qu'on peut cultiver, aussi comment on peut survivre, comment on peut subvenir à ses besoins, est-ce qu'on peut cultiver, est-ce qu'on peut pêcher, quel est l'état du sol, voilà, le climat, bon voilà. Ça c'est l'insularité, mais ça compte. Bon, si vous voulez penser une île, même en poésie, il faut vous poser ces questions-là. Êtes-vous aux Bahamas? Êtes-vous à Jersey? Êtes-vous aux Seychelles? Êtes-vous en Nouvelle-Zélande? C'est pas la même île, quoi, du point de vue strictement du paysage, quoi, et puis de la situation objective, physique. L'insularisme, c'est croustillant, l'insularisme renvoie au statut géopolitique de l'île, d'où le isme qui renvoie plutôt à des doctrines, idéologies, ainsi de suite. L'insularisme consiste à réfléchir le statut géopolitique d'une île ou d'un ésos, d'une péninsule, d'une presqu'île. Évidemment que Saint-Pierre-et-Miquelon, la Barbade, Jersey, l'île Maurice, Malte, Montréal n'ont pas du tout le même statut. Donc il s'agit simplement de le penser. Est-ce qu'on est annexé? Est-ce qu'on est colonisé? Est-ce qu'on est souverain, politiquement, autonome? Est-ce qu'on est fédéré, confédéré? Est-ce qu'on est administré de loin? Est-ce qu'on s'administre nous-mêmes? Est-ce qu'on est totalement oublié, ou presque? Peut-être le cas de la péninsule. Bon, une phrase, quelqu'un promettait une route, on disait asphalter juste un côté, les gens ne reviennent pas. Ils viennent tous ici. Donc, ça compte. Et ça compte beaucoup parce que moi, j'estime, dans l'optique qui est la nôtre aujourd'hui, l'optique d'un monde qui s'effondre et qui reposera beaucoup sur la résilience régionale, sur la capacité des régions à se développer sur mode autonome, en développant des circuits courts, en s'autonomisant, sur le plan de la souveraineté alimentaire, du transport, de l'énergie. Je pense qu'il faut, chez nous, dans la péninsule acadienne, mais ça vaut pour toutes sortes de régions, de toutes les régions, développer une autonomie politique, un palier régional. Un palier régional où on sera capable d'organiser d'une part les forces, les talents, les compétences, les dispositions, les richesses en lien avec les urgences, les crises, les désirs, les aspirations. Voilà. Et il faut développer chez nous un palier régional. Et on peut le faire de différentes façons, parce qu'il ne viendra pas d'en haut. S'émanciper, c'est une affaire qui vient de soi-même. Donc ça viendra, je pense, en faisant de la politique multimunicipale. En transcendant les querelles de clochers, voilà, le camp à soi, pour exister sur l'échelle de ce qu'on appelle une biorégion. Une biorégion étant une région géopolitique définie par les capacités écologiques à satisfaire les gens qui y vivent. Bon. Et la politique se pense comme ça. Je n'aurai pas le temps d'en parler plus abondamment. Il reste que je pense que pour développer une réflexion sur ces questions-là, le livre de Roméo Bouchard, Y a-t-il un avenir pour les régions, est fort pertinent pour nous, même s'il est amplement question du Québec dans ces exemples. On peut très bien mobiliser son cadre théorique pour penser le fait qu'il n'y a plus de régions, il y a désormais des centres et des périphéries. Et les périphéries sont soumises à des logiques centralisatrice, au point où on fournit au centre des richesses, de l'étudiant,
on fournit du personnel, on fournit tout ce que le centre capte. Dernier point, je suis là, je ne sais plus où je suis dans le temps, j'avais un machin pour j'en étais, mais je l'ai arrêté. J'ai arrêté le temps. Ok, je vous ai eu, hein. Donc, le dernier point, c'est l'illéité. Bon, l'illéité, ça c'est le point le plus pertinent pour nous, dans la mesure où il porte sur, on pourrait dire, l'esthétique de l'île en tant que l'île, les îles, les Nésos, les péninsules, les côtes, sont plus qu'ailleurs, hein, comme site géographique, les sièges d'un imaginaire fécond. L'île appelle, du point de vue de l'imaginaire, la fécondité. Dites le mot île, c'est parti. Alors, je veux dire, quand j'ai quitté les villes, je me suis retrouvé sur une île, puis là, je disais en ville aux gens, ben, adios, au revoir, je m'en vais sur une île. Même pas besoin de parler, les gens voyaient l'île, il y avait sûrement pour eux un palmier, je ne sais pas moi, je veux dire des tribus, un ensauvagement, je ne sais trop quoi, de la liberté. Non, mais j'étais sur une île, ça suffisait. Il n'y a personne qui me posait de questions parce qu'il l'avait déjà en tête. Et si en plus, quand je disais qu'il y a un pont-levis, là, c'était parti, quoi. C'était au Moyen-Âge, quoi. Bon, là, donc, du coup, du moment qu'on dit île, là, je veux dire, l'imagination opère. Bon, c'est une matrice, et c'est politiquement très fécond, ça. Quand on est sur une île, dans un Nésos, le lieu est porteur de possibilités du point de vue de l'imaginaire qui sont salutaires. Et là, je pourrais vous les repasser en revue, mais ça part de loin, ça part d'Homère. Alors, chez Homère, qu'est-ce qu'on a dans le voyage d'Ulysse? C'est un passage de Nésos en Nésos. Et chaque île est typée. Il y a une île où vous avez comme ça vous avez de la drogue. Voilà, c'est le peuple de drogués. Voilà, ils sont drogués à mort, voilà, ils ne savent pas qui ils sont. Bon, voilà. Le Lotos, ça s'appelle. Bon. Une île avec des cannibales, géants avec un œil, voilà, qui dévorent tout. Vous avez une île où c'est la nuit tout le temps, avec des fantômes. Là, vous regardez une histoire du passé, vous discutez de l'avenir, voilà, vous êtes avec les fantômes, vous discutez avec eux tout le temps. Il y a une île où c'est le vent, mais il vent en fou, c'est le vent, et c'est l'île d'Éole. Ça nous dit quelque chose, c'est resté jusqu'à nos tours éoliennes. Bon. C'est ensuite une île aux mille et un plaisirs. Ulysse reste 8 ans, quoi. C'est bon, les vainés, tout ça. Bon, l'île appelle un imaginaire je ne veux pas être méchant, mais qui appelle un petit peu moins la Saskatchewan. Bon, ce que je veux dire, c'est que lorsque vous êtes dans des espaces continentaux étendus à l'infini, qui font simplement se juxtaposer, s'additionner, ils suscitent moins l'imaginaire que si vous dites « je suis sur une île ». Et moi, je m'imaginais, on peut lire Jean-Michel Arcou là-dessus, qui est passionnant, mais je m'imaginais, simplement, avant de partir, à regarder dans mes bouquins les livres où l'île était centrale. Hein, en philosophie, Thomas More, qui est l'écrivain, le père de la notion d'utopie, qui a évidemment situé son pays imaginaire sur une île. Beaucoup plus facile de situer un pays imaginaire sur une île qu'au milieu de nulle part, comme ça, on ne sait pas pourquoi là plutôt qu'ailleurs. L'île, c'est l'ailleurs, l'altérité et aussi le lieu de la fécondité. C'est le lieu où tout devient possible, quoi. On connaît très bien Robinson Crusoe, qui lui a finalement repensé, avec très peu d'imagination. Hein, j'aime beaucoup Gilles Deleuze, m'a été dit c'est dommage que le vendredi n'ait pas été un cannibale et ne l'ait pas mangé, ça aurait été vite réglé. Mais Robinson Crusoe, qu'est-ce que c'est le défaut? C'est, bon, sur un plan très moraliste, l'espèce de fondement de l'économie politique moderne. Bon. Chez Jules Verne, l'île mystérieuse, c'est le fondement de la science, la technoscience, du génie. Bon. La colonie pénitentiaire de Kafka, c'est une île, là où, un peu comme Alcatraz, hein, là où on se permet tous les sévices à part. Bon, on pourrait parler du partage de l'Afrique avec l'île de Zanzibar, chez cet étrange auteur qui s'appelle James William Bailey Money, c'est vraiment dans son nom.
ça peut être un pseudo. Il a écrit un livre intitulé Java, qui a beaucoup marqué le roi belge, fondateur du Congo, Léopold II, a beaucoup marqué Léopold II, parce que Léopold II, au début, ce qu'il voulait, c'est une île, lui. C'est une île, il voulait, parce qu'il avait lu ce livre-là de Money, là, sur Java. Java, c'est quoi? C'est la colonie parfaite. Les colonisateurs exploitent, les colonisés sont contents d'être colonisés, ça fonctionne, ça roule, tout le monde est... C'est la colonie parfaite. On disait, il faut que ça soit sur une île. On lui a offert le Congo, il l'a offert et il l'a accepté parce que c'était un continent qu'on lui donnait. Hein, bon, mais il en a fait tout autre chose qu'un idéal, hein, évidemment. Mais tout ça pour dire que l'île, avant de dire qu'on est enfermé dans ce modèle-là, hein, l'île, c'est un lieu fécond pour l'entendement depuis très longtemps. Donc, si vous êtes sur une île, vous pouvez vous dire que là, il y a une dimension philosophique, esthétique, sociologique, culturelle, qui est propre à la fécondité. Et là, ensuite, c'est à la politique d'orienter cet imaginaire pour qu'il soit pertinent dans un temps donné. J'y viens, celui qui me semble avoir le mieux synthétisé tous ces éléments-là, c'est Gilles Deleuze dans son fameux texte, son texte très court sur l'île déserte. Où, et je vais finir là-dessus, c'est vraiment ma conclusion, Deleuze dit deux choses. Il y a deux sous-îles. Il y a les îles continentales et il y a les îles océaniques. Les îles continentales, elles dérivent. C'est un morceau du continent qui est parti à la dérive, donc qui va ailleurs. Bon. Et les îles continentales nous rappellent simplement que la Terre est toujours susceptible d'être entourée d'eau. L'eau monte, descend, ça fait une île ou une presqu'île ou un bloc continental. L'île océanique, elle est le fruit de volcans qui surgissent. Donc elle a quelque chose de créatif. Elle surgit de nulle part. La Terre proche, loin, ainsi de suite. Bon. Et du coup, elle rappelle que sous l'eau, il y a de la Terre. Hein? Bon. Mais on est dans un rapport eau-terre, comme ça, qui est un peu distinct, mais qui reprend, enfin, les termes d'une même dualité. Et ce que dit Deleuze, c'est que ces deux éléments-là, hein, géographiques, sont emblématiques de la psyché insulaire, dans la mesure où la psyché insulaire, elle, au fond, elle coïncide avec les deux dimensions, elle rompt avec la logique continentale, elle est à la dérive, elle est éloignée, hein, c'est ce que la capitale ne comprend pas, hein, ou ce qui ne l'intéresse pas, ou ce qu'elle néglige, hein, elle s'éloigne, elle est à la dérive, elle rompt, et elle surgit. Hein, le sujet insulaire, il est en rupture, il dérive, et il crée. Et donc, dans son court texte, hein, l'île déserte, dans le recueil L'île déserte, dans son court texte, Deleuze dira par exemple ceci: ainsi, le mouvement de l'imagination des îles reprend le mouvement de leur production au sens physique et géographique, mais il n'a pas le même objet. C'est le même mouvement, mais pas le même mobile. Ce n'est plus l'île qui est séparé du continent, c'est le sujet qui se trouve séparé du monde en étant sur l'île, en y allant. Ce n'est plus l'île qui se crée du fond de la terre à travers les eaux, c'est le sujet qui recrée le monde à partir de l'île et sur les eaux. Le sujet reprend donc à son compte l'un et l'autre des mouvements de l'île et peut l'assumer sur une île qui n'a justement pas ce mouvement. L'on peut dévier vers une île pourtant originelle et créer dans une île seulement dérivée. Et un peu plus loin, il parlera, je pourrais tout vous le lire, c'est passionnant. Alors, il dira que le sujet insulaire est un homme peu commun, un homme absolument séparé, absolument créateur, bref, une idée d'homme, un prototype, un homme qui serait presque un dieu, une femme qui serait une déesse, un grand amnésique, un pur artiste, conscience de la terre et de l'océan, sur un énorme cyclone, une belle sorcière, une statue de l'île de Pâques. C'est
ces impressions-là que je tenais à partager aujourd'hui, au sens où un siècle qui sera celui d'une contraction de la géopolitique, de la mondialisation à la région, au Nessos, à la biorégion, aura pour principale richesse, avant de parler de ressources naturelles, là, la capacité des peuples à se réimaginer. Et il faudra se penser, si on n'est pas sur les îles comme tel, sous la forme d'îlots, dans des îlots d'imagination, des îlots communautaires, des îlots d'intensité, des îlots d'inventivité. Il faudra se vivre comme tel, comme sur une île, en insulaire, et fonder la géopolitique créative de son lieu sur le mode spécifique et fécond qu'entraîne l'idée d'île par elle-même. Et cela, on ne le choisira pas, on ne le délibérera pas dans des élections, ce n'est pas un parti politique qui va nous le défendre dans un je ne sais quel fascicule. Nous y serons de fait confrontés, puisque ce monde auquel nous sommes encore aujourd'hui biberonnés ne suffira plus à la demande et s'effondrera. Donc ça sera à nous de jouer sur ce mode, je l'espère.